Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Sandrine Muren-Guérand-Toily. Elle est fondatrice présidente de la fondation Vivo Quere, qui est une fondation qu'elle a créée il y a 5 ans maintenant, dont l'objectif est d'aider les enfants qui ont des problèmes de malformation cardiaque, voilà, au Rwanda. Exactement. Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Et je vais répéter votre nom, c'est Muren-Guérand-Toily, parce que je me suis entraînée pour ne pas l'écorcher, donc je suis très fière de moi, de pouvoir bien le prononcer. Alors, vous êtes une jeune femme de 23 ans. Ce n'est pas souvent que je reçois des jeunes femmes de pouvoir dans l'émission Femmes et Pouvoir, donc je suis très fière et très contente. D'une part parce que c'est rassurant, ça prouve que la relève est assurée à travers tout ce que vous avez fait. Vous allez nous en parler un peu plus. Et deuxièmement, parce que je trouve qu'on n'en voit pas assez. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui font des choses fabuleuses, mais elles n'osent pas se montrer ou elles ne communiquent pas assez dessus. Donc, c'est un peu dommage, mais en tout cas, on est ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'étais très curieuse, avant qu'on ne parle de la fondation, de voir que vous avez fait un mineur en droit juif. Je me suis dit, mais elle est du Rwanda, elle a grandi à Montréal, au Québec, et qu'est-ce qu'elle va faire avec le droit juif? Qu'est-ce qui vous a emmené dessus? Alors, tout ça remonte à ma première année à l'université. Je faisais un bac en sciences politiques. Et puis, il fallait choisir une mineure. Donc, ma majeure était en sciences politiques et puis je devais choisir une mineure. Et puis, j'ai exploré un peu. Je suis tombée sur un cours qui s'appelle le droit juif, donc introduction. Et j'y suis allée. Et ma foi, effectivement, j'étais la seule de mon genre dans la classe. Mais j'ai découvert une manière de penser, un processus extrêmement philosophique. Donc, j'étais dans le cours et je pensais parler de religion, mais en fait, on est allé parler de choses métaphysiques. On a mis en contraste des philosophes que j'aime beaucoup. Et donc, c'est cette manière de penser dont je suis tombée amoureuse. Et c'était très clair pour moi que je voulais faire une mineure en droit juif après ça. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, pouvoir pour moi, c'est courage. C'est le courage de faire le bon choix. C'est le courage de se réveiller quand on a l'impression que rien ne va. C'est le courage de faire le choix qu'on croit qui est bon pour plusieurs, pas seulement pour nous. Et je crois que sans le courage, on ne peut pas cultiver les autres vertus. C'est presque impossible. Est-ce que c'est avec ce courage-là que vous avez décidé de fonder cette fondation? Et pourquoi est-ce que vous l'avez fondée, Vivo Quere? D'une part parce que c'est un nom italien. Effectivement. Alors, racontez-nous. Absolument. Alors oui, le courage m'accompagne à chaque jour et j'essaye d'en faire usage beaucoup dans les décisions que je dois prendre de tous les jours et notamment en créant la fondation. Donc, j'ai créé la fondation Vivo Quere parce que je suis née moi-même avec une malformation cardiaque et puis je suis née au Rwanda, comme vous l'avez mentionné. Puis jusqu'à ce jour, il y a 2 problèmes en fait pour les enfants qui naissent avec une malformation cardiaque. De un, on n'a pas encore les ressources, donc les hôpitaux, tout ce que vous pensez comme instrument pour pouvoir opérer plusieurs enfants à la fois ou pour pouvoir opérer tout court. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, on n'a pas beaucoup de cardiologues qui sont spécialisés afin de faire ces chirurgies. Donc, ce qui arrive, c'est que l'enfant qui est diagnostiqué, par exemple, ne peut être traité au Rwanda et a besoin d'aller outre-mer pour recevoir la chirurgie qui répare le cœur. Et ça demande beaucoup de moyens, évidemment. Absolument. Donc, Absolument. quand on est issu d'une famille modeste, ça peut être très compliqué. Absolument, c'est presque impossible en fait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'employeur de mon père dans le temps qui a couvert tous les coûts. Donc moi, je suis allée au Kenya et puis il y avait un cardiologue qui est venu juste pour moi, on est resté. Et puis je suis revenue au Rwanda et puis à mes 8 ans, on est arrivé ici au Canada avec ma famille. Et on dirait que plus j'ai grandi, plus j'ai réfléchi au fait que c'est pas tous les enfants qui ont eu cette chance que j'ai eue. Et c'était vraiment une chance de la vie parce que j'aurais pu naître dans n'importe quelle famille. Bien on ne sûr. choisit pas où on est. Et ça, plus le temps avançait, plus ça a été une réalisation énorme pour moi. Et à mes 17 ans, donc, j'ai voulu
voulu faire quelque chose pour aider les enfants qui sont diagnostiqués aujourd'hui encore au Rwanda. Et puis, à ma grande surprise, à mes 17 ans, je me suis rendu compte que la situation était toujours pareille. Et donc, c'est là où j'ai vu le besoin de fonder un organisme qui va venir en aide à ces enfants. Et puis, ce que Vivo Corée fait, en fait, on sponsorise tout le voyage des enfants. Et avec nos partenaires, soit en France, en Angleterre, les enfants sont traités gratuitement et ils restent au sein de familles d'accueil. C'est énorme. Et j'ai vu que vous avez accompagné la première dame rwandaise dans un projet. Vous avez été aussi avec Julie Payette dans un événement. Là, Vivo Corée est reconnue au niveau international comme vraiment une structure qui facilite en tout cas l'intervention chirurgicale pour ces enfants-là. Combien en avez-vous sauvé depuis que vous avez commencé cette fondation? Alors, depuis 2014, on a sauvé 23 enfants. Bravo. Merci beaucoup. On en est très fiers. Et puis, il faut se rendre compte aussi, je me suis rendu compte au sein de cette grande cause où on est vraiment un acteur parmi plusieurs, c'est pas seulement 23 enfants qu'on a sauvés, c'est 23 familles qui n'avaient plus vraiment beaucoup d'espoir. Donc ça a été une leçon qui m'a donné beaucoup d'humilité. Parce que quand on pense le Rwanda, on pense le génocide et on oublie tout ce qu'il y a à côté. Or, il y a quand même d'autres facteurs qui nécessitent autant d'attention. Absolument. Absolument. On a aussi je tiens à le souligner, une jeune diaspora qui se pousse, qui fait beaucoup de développement et j'en suis fière. Je suis fière d'en faire partie et beaucoup, beaucoup de renaissance aussi parmi cette diaspora. Donc, il faut en être fier aussi de ça. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Même malgré votre jeune âge, vous avez déjà du pouvoir parce que vous êtes allé chercher le pouvoir. Est-ce que ça vous a demandé de gros sacrifices? Alors, comme vous venez de souligner, je vais parler pour une jeune femme de 23 ans. Et mon expérience, selon moi, j'ai dû sacrifier 2 choses. Et je vais peut-être modifier le mot. J'aime pas le mot sacrifier parce qu'il y a une connotation négative. Et souvent, elle est associée aux femmes, alors que les hommes aussi doivent faire des choix. Peut-être pas les mêmes choix, mais des choix tout de même. Donc, les 2 choix que je vois en ce moment à travers mes 23 ans d'existence sont délimités par le temps. Donc, ce que j'aime faire de mon temps. Et deuxièmement, l'énergie. Où est-ce que je mets mon énergie? Dans quelle chose? Parmi quelles personnes? Donc, en grandissant, j'ai quand même des parents qui ont poussé 2 valeurs, soit l'excellence et le dépassement de soi. Ils étaient très au courant qu'ils étaient en train d'élever une femme noire et les défis qui m'attendaient. Donc, ces 2 valeurs étaient très importantes chez moi. Et avec l'école, il y avait aussi la musique. Je suis une pianiste classique. Et puis, à mes 17 ans, s'est ajouté la fondation. Donc, quand même un bagage à l'adolescence. Et donc, mon temps, en fait, était entre ces 3 choses. Il y a beaucoup d'événements qu'on croit indispensables pour la vie d'une jeune adolescente, dont j'ai dû mettre une croix. Ça n'a pas été un sacrifice, je ne l'ai pas senti comme un sacrifice, je l'ai senti comme un choix. Et j'étais très épanouie dans ce choix-là. Donc, je n'ai pas de regret aujourd'hui pour dire d'avoir manqué ces événements parce que j'étais en train de m'épanouir dans autre chose. En fait. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce type d'expérience avec des jeunes femmes de votre âge? Absolument, absolument. Surtout les jeunes femmes, comme vous avez souligné, qui essaient d'aller chercher le pouvoir. On se rend compte très rapidement que oui, il y a des choix à faire, qu'on doit mettre de côté certaines choses qui semblent importantes, mais à long terme, qui ne vont pas nécessairement bénéficier la meilleure personne qu'on peut devenir. Et donc, c'est des grandes conversations que je pense qu'il faut avoir, pas seulement pour celles qui sont au pouvoir, pour toute personne, en fait. C'est l'idée de comprendre qu'il faut faire des choix, mais que c'est possible de s'épanouir dans ces choix et qu'on peut enlever la connotation négative de sacrifice et comprendre que les choix, en fait, c'est ce qui nous rend nous-mêmes. Est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient d'être une jeune femme noire, par exemple? Très intéressant comme question. Pour moi, aujourd'hui, je le vois comme un avantage. Pourquoi? Parce que je me réveille à chaque matin en me disant « tu as une autre chance de te surpasser ». Et c'est pas à chaque jour que je suis contente du résultat, comme toute personne. Bien sûr. Mais il y a un moment où je peux faire une introspection pour me demander qu'est-ce que je peux faire demain. Et donc, c'est de se lever dans cette peau de femme noire, effectivement, qui porte son bagage, il faut se l'avouer, mais aussi de voir ça du côté positif, de se dire « Ah,
La différence me permet de me lever à chaque jour et de me surpasser, pas parce que quelqu'un me l'a dit, parce que je dois le faire à cause de ma nature. Donc, je l'ai tourné en positif et je crois que c'est important de faire ça. Qu'est-ce que les femmes devraient mettre en place comme stratégie pour justement atteindre le pouvoir? C'est-à-dire, qu'est-ce que les jeunes femmes elles devraient faire? Est-ce que c'est vraiment faire des choix liés à des formations stratégiques, à des connaissances stratégiques? Parce que, par exemple, être dans la musique classique, c'est oui, ça touche une excellence. Donc, et bien évidemment, vous touchez une population où c'est pas là où on voit souvent des Noirs. On a l'impression que volontairement, vous allez toujours dans des espaces qui ne vous sont pas dédiés. En tout cas, ce pas des espaces où on trouve souvent des Noirs et encore moins des jeunes femmes noires. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez fait une étude sur si je veux atteindre mon objectif, voilà comment est-ce que je devrais faire? C'est une très bonne question. Et ma réponse va être assez longue, elle va être en 2 temps. Le premier temps, en fait, moi, j'ai découvert la musique classique par ma mère. Donc, ma mère, à mes 8 ans, elle a dit « Bon, Sandrine, tu vas commencer le piano classique. » Donc, c'était pas un choix, hein. Moi, on m'a dit que j'allais commencer le piano, j'ai commencé le piano. Donc, dans ce sens-là, il n'y avait pas beaucoup de réflexion pour la musique classique. Et j'ai eu la chance, justement, d'avoir des gens sur mon chemin, de toutes les couleurs, qui m'ont tendu la main et qui m'ont imprégné de leur savoir, de leur expertise, sans discrimination, hein, vraiment par rapport à mon talent. Et où je veux aller avec ça, dans mon deuxième point de la réponse, c'est que c'est ce que je crois qui va changer cette question de la parité. C'est de voir, autant pour les hommes que pour les femmes, est-ce qu'il y a une chose ou plusieurs choses dans ton bagage que tu peux tendre à la prochaine femme? Parce que vraiment, ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas vraiment beaucoup de différence pour les femmes qui gouvernent et pour les hommes qui gouvernent. Et la seule différence que je vois qui est très importante pour moi, c'est les opportunités qui sont parsemées dans le chemin des hommes versus le chemin des femmes. Lorsqu'on retrouve 2 personnes, un homme et une femme, avec le même statut, avec le même poste, on se rend compte en regardant le bagage de ces 2 personnes que souvent, dans le chemin de l'homme, les opportunités, il y en a eu beaucoup. Tandis que la femme peut peut-être avoir la moitié ou le 3/4 de ça. Et je pense que comment on va pousser cette question de la parité, c'est de s'assurer que chacun de nous fait sa part pour la prochaine femme à côté de nous, pour pouvoir l'outiller avec toutes les opportunités, parce que c'est ce qui va changer, parce que je crois que les femmes sont capables, c'est pas ça la question. La question, c'est comment allons-nous faire pour nous assurer que les opportunités sont égales. Très bien. On va rester sur cette note-là. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Sandrine Muren-Guérand-Toily, où nous parlions de comment est-ce que, quelque part, la responsabilité de chaque femme de transmettre le bâton à une autre femme pour l'emmener à avancer. Que pensez-vous des quotas? Est-ce que ça pourrait être un moyen? C'est une excellente question, très difficile aussi, parce que je crois que les quotas, c'est une arme à double tranchant. Souvent, ce qu'on voit dans les milieux professionnels, c'est que lorsqu'un quota est établi, par exemple, pour améliorer la présence des femmes dans un certain milieu, on tend à oublier les outils qui doivent accompagner ce quota. Hein? Et on se dit que la parité est effectuée parce qu'on a imposé un quota. Mais je crois que la question qui suit ça, c'est de savoir quels outils ont été mis à la disposition de ces femmes qui, je fais entre guillemets, ont été mises là pour les quotas. Donc, je pense que oui, ça peut apporter une certaine note positive, mais il faut aussi regarder la structure derrière ces quotas, parce que si on met un quota, mais que les femmes qui ont été mises dans ces positions ne sont pas outillées pour pouvoir être le meilleur d'elles-mêmes, je crois qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez identifié autour de vous, ne serait-ce que dans le milieu étudiant, par exemple, un outil, une pratique que vous avez identifiée comme pouvant contribuer à un mieux vivre ensemble ou à la parité ou à la promotion de la diversité? Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être à un niveau abstrait, mais je crois qu'il y a quand même une certaine différence qui est apportée lorsqu'on pratique cela. Maya Angelou, une très grande écrivaine, en fait, plusieurs talents, Maya Angelou, a souligné qu'on ne se souvient pas tout le temps de ce que les gens ont fait,
des actions qui ont été posées à la longue, mais on se souvient en fait très clairement de la manière dont ils nous ont fait vibrer. Hein? Et puis je crois qu'il faut commencer petit à petit, tant les hommes que les femmes, tous ensemble, à pratiquer, à se demander comment est-ce qu'on s'est senti par rapport à une situation X, Y. Et je spécifie comment on s'est senti par rapport à un programme qui a été imposé, comment on s'est senti par rapport à des avancées. Parce que souvent, la réponse n'est pas dans la chose spécifique, mais comment les gens se sont sentis pour pouvoir être le meilleur d'eux-mêmes. Hein? Donc, je pense que c'est abstrait comme réponse, mais ça fait appel au cœur. Hein? Et vraiment, comment on se sent par rapport à une position, par rapport à une opportunité qui a été offerte. Et c'est de cette manière qu'on peut raffiner un peu ces programmes, ces suggestions pour amener la parité. C'est vraiment dans ce type de commentaires qu'on peut répondre si oui ou non ça a réussi. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe ou une adage qui vous inspire ou qui illustre vos engagements ou votre personnalité? Oui, alors c'est un proverbe africain. Et souvent, malheureusement, on ne connaît pas l'auteur parce que ça fait partie du folklore, mais il va comme suit. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, on le cultive chacun dans la vie de tous les jours avec le cœur. Très bien. Le cœur, c'est vraiment le centre de toutes vos actions. Effectivement. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Je serais, si je pouvais, Sahle-Work Zewde, qui est présentement la présidente de l'Éthiopie. Dans le cas de Mme Zewde, je sens beaucoup d'espoir. C'est un espèce de sentiment de renaissance hein, dans le continent africain et surtout pour les femmes africaines qui sont outre-mer, qu'on voit une consoeur à la présidence. Et pour moi, les moments de renaissance comme ça, c'est très inspirant parce que ça attire vers le choix. Hein? Donc, on choisit comment est-ce qu'on va avancer et vers quelle direction on va avancer. Et c'est un grand privilège parce que ça affecte les générations futures. Alors, c'est une place très intéressante où elle se retrouve. Ça, je veux bien le croire. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Wow! 24 heures. Oui. Alors, cette question est très difficile parce qu'on aimerait tous, je pense, changer une chose, hein, s'attaquer à une chose. Mais je crois qu'en s'attaquant à une chose spécifique, je ne sais pas si ça aurait autant un grand impact parce qu'on se demanderait toujours « mais pourquoi on n'a pas fait ceci ou cela? » Donc, je pense que je commencerai par le cœur des gens. Pourquoi? Parce que, dont on a discuté il y a quelques minutes, je crois que c'est en regardant dans son cœur et en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour son prochain qu'on commence petit à petit à avoir un impact dans son environnement. Et souvent, les gens qu'on admire beaucoup, qu'ils étaient en position de pouvoir ou qui sont encore en position de pouvoir, ils changent leur environnement ou le monde par leur manière d'être. Et c'est ce qui nous éblouit le plus. Alors, je pense que c'est par là que je commencerai parce que si chacun et chacune était capable de regarder dans son cœur et de tendre la main à son prochain, je crois qu'on serait vers un grand pas vers la parité. C'est peut-être pour ça que je crois que c'est Barack Obama qui a dit que si on confiait la gestion du monde à une femme, ne serait-ce que pour quelques années, que le monde se porterait beaucoup mieux. Effectivement. Et il a certainement raison. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Wow. Je vous pose que des questions compliquées. Hein? Alors, je serais une panthère noire. Pourquoi une panthère noire? Parce qu'elle symbolise le courage, la bravoure, la bienveillance, mais surtout, la panthère noire a une capacité assez énorme de se confondre dans son environnement, hein, d'évoluer dans son environnement à sa manière, de se camoufler quand c'est nécessaire, d'aller de l'avant quand c'est nécessaire. Et c'est cette capacité d'adaptation que j'admire beaucoup dans la panthère noire. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, j'ai apporté avec moi aujourd'hui une statue qu'on a chez moi. Et pour 2 raisons, cette statue m'émeut beaucoup souvent. La première raison, c'est la manière dont les 4 personnages, donc ici, sont unis ensemble. Je pense que pour moi, ça, c'est un symbole du pouvoir. Hein. C'est ce qui m'émeut. La première chose qui m'émeut, c'est cette coexistence entre les 4 personnages. Donc, cette nécessité, en fait, d'être liés chacun à l'autre. Et la deuxième chose qui m'émeut toujours, encore une fois, c'est la différence de taille entre les personnages. Donc, il y en a 2 grands et 2 petits. Mais cette différence de taille peut être un symbole pour plusieurs choses. Différence de difficulté, différence d'âge, différence de poste, peu importe, mais ces personnes restent unies. Et je crois que c'est cette manière que j'essaye d'être, j'essaye d'inculquer et j'espère laisser vraiment avec mon passage sur la Terre. Et cette statue représente beaucoup ce que j'aimerais devenir comme femme plus tard. Est-ce que si une petite fille regarde cette entrevue et écoute ce que vous venez de dire et déclare quand je serai grande, je voudrais être Sandrine Morin-Guat... Guérant-Toali. Oui. Guérant-Toali. Qu'est-ce que vous lui diriez? Wow! Beaucoup de courage. Tu auras besoin de beaucoup de courage. Ce n'est pas les obstacles qui sont difficiles, c'est de garder qui tu es tout le long du chemin qui va être difficile. Et c'est surtout d'avoir le courage de faire ce qu'on pense que tu ne devrais pas faire à cause de la manière dont tu es, de quoi tu as l'air, mais tu dois continuer tout le temps et écouter ceux qui sont proches de toi, ceux qui veulent bien te rendre meilleur et peut-être faire des choix, comme dit il y a plusieurs minutes, sur ce qui t'entoure. Donc en fait, la bienveillance et aussi avoir confiance en soi, parce que ce n'est pas facile de trouver son chemin ou d'avoir des références qui vous inspirent, en fait. Voilà. Très bien. Bon, j'en ai beaucoup appris, Sandrine, vraiment. Ça a été un grand plaisir de vous avoir et notre entretien touche déjà à sa fin, c'est déjà fini. Wow! Trop vite. Je vous remercie beaucoup, Madame Da Silva. Vraiment, ça a été un grand plaisir et je vous souhaite vraiment de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Mais je n'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org, mais aussi en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Merci.